Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence organisée par la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Je suis ravie d'être parmi vous pour animer votre réunion. Je vous présente rapidement, journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors on va parler d'un thème vraiment d'actualité en ce moment, de la façon dont il faut faire aujourd'hui de la croissance externe dans cette période de Covid. Évidemment, il faut pouvoir saisir des opportunités, mais savoir éviter les écueils. On va parler des cibles en difficulté financière, mais qui ne sont pas en liquidation judiciaire. Évidemment, on compte sur vous pour poser vos questions via le chat de la réunion et on y répondra au fur et à mesure de nos échanges. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir Philippe de Oliveira. Vous êtes directeur financement structuré et ingénierie à la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Nous devions également accueillir en ce début d'émission donc Alexandra Dublanche, mais elle a été retenue avec la présidente de la région, Alexandra Dublanche, qui en est la vice-présidente. Nous aurons donc le plaisir de démarrer avec Franck Marguin, qui est conseiller régional et conseiller de Paris pour parler justement de la région Île-de-France. Alors Philippe, avant de rejoindre Franck, qui vous allez poser quelques questions, je voudrais vous demander un mot sur cet ancrage territorial justement auquel vous êtes très attaché. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous ? Déjà, bonjour à tous. Comme vous le savez, on est une banque mutualiste régionale, donc par nature au service du développement durable de notre territoire et également très proche de tous les acteurs régionaux. Donc, qui dit acteur, dit acteur public. Donc, nous sommes une banque très proche et très active auprès notamment des collectivités locales, des acteurs du médico-social, du logement social et également proche de nos clients du monde privé et essentiellement les chefs d'entreprise et nos belles entreprises clientes. Et en fait, notre objectif et notre vocation, c'est de faire vivre tout ce réseau et nous avons notamment l'ambition, là, dans les prochains mois, de encore plus créer des émulations via des rencontres et des événements pour les faire se rencontrer et, encore une fois, être vraiment utile à tous. Et évidemment, la région est un de vos interlocuteurs, donc vous allez donc échanger maintenant avec Franck Marguin. Oui, exactement. Merci beaucoup Isabelle, avec grand plaisir. Donc, Franck Marguin, tout d'abord merci d'être parmi nous, sauf que voilà, je vous vois maintenant, c'est bon. Merci beaucoup de vous être rendu disponible et de nous aider finalement à lancer cet événement en nous donnant votre vision de la situation et aussi en illustrant le rôle très actif de notre belle région en cette période si particulière. Donc je me permets de vous poser un certain nombre de questions. Donc pour commencer, une question très large et d'actualité, quelle est votre opinion, vision sur le point de la situation économique de la région ? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir convié. Je voulais vous dire également que j'étais président de l'agence de développement économique et d'attractivité, donc Choose Paris Région, et qu'à ce titre, j'étais honoré de remplacer au pied levé la vice-présidente Alexandra Dublanche, qui a été retenue effectivement par la présidente. Donc, nous travaillons tous les trois ensemble de manière très proche, donc c'est un grand honneur. Et je voulais également vous adresser des remerciements parce que la Caisse d'épargne Île-de-France organisation mutuelle à laquelle nous sommes très attachés, travaille en partenariat avec nous de manière vraiment très étroite et c'est un plaisir de se retrouver ensemble ce matin pour effectivement rapidement faire un tour d'horizon. Alors tout d'abord, je voudrais vous répondre que l'Île-de-France est bien plus touchée qu'ailleurs. Nous avons effectivement subi à partir de 2019 la crise des Gilets jaunes, puis les grèves massives des transports, si vous vous souvenez, à cause des problématiques sur la loi des retraites et enfin nous avons été touchés par la crise de Covid-19, touchés de plein fouet parce que la crise a été la plus touchée, la région a été la plus touchée lors de la première vague puisque tous les départements d'Île-de-France étaient en alerte rouge, donc on a beaucoup souffert. Et puis aussi il y a quand même le fait de sa structuration économique. Nous sommes très dépendants du tourisme d'affaires, très dépendants du tourisme plus particulier. Et puis, nous avons une région qui est très tournée vers les échanges internationaux, les activités aéroportuaires. Donc, l'Île-de-France est très touchée. Alors, l'activité, elle est également particulièrement endommagée dans ces secteurs clés. Vous avez tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, et on ne voit pas, hélas, de rattrapage de l'activité touristique en Île-de-France cet été, du moins l'activité touristique d'affaires, on la discerne pas du tout et on ne la voit pas revenir plus
très rapidement. Et nous avons également des commerces qui sont en difficulté avec la cherté du foncier. Donc une région un petit peu plus, comment dirais-je, en souffrance que les autres régions Île-de-France. L'industrie est également touchée. On a eu une baisse de 20% des chiffres d'affaires l'an passé selon ce que nous a donné la Banque de France. Et le niveau d'activité est à 51% en avril contre... comment dirais-je, 51% en avril dernier et seulement 89% en décembre. Donc, on a des paliers difficiles à franchir. Donc, ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur quelques chiffres. On a également les services marchands, 16% de baisse des chiffres d'affaires. C'est assez important. Alors, on a également sur l'activité des entreprises Île-de-France, hein, sur les 9 premiers mois 2020 par rapport à 2019, on est à un recul de 10,8%, là sur l'activité complète, pas que le chiffre d'affaires, c'est sur l'activité complète. Alors ce sont des mesures de la Chambre de commerce d'Île-de-France, mais c'est simplement pour vous situer comment dirais-je, des chiffres qui sont relativement importants en termes de baisse d'activité, et donc on aura une problématique immédiate sur l'emploi, puisque l'emploi découle forcément de l'activité économique. Donc le taux de chômage, c'est 16% à Paris contre 8% au niveau national. Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a bondi à 31% à Paris et 25% en Île-de-France contre 8% au niveau national. Donc vous voyez bien que toute cette activité tourisme d'affaires, salons, toutes les industries aéroportuaires, l'industrie bien sûr de l'aviation qui est très forte en Île-de-France, tout ça a été touché de plein fouet. Alors je voudrais quand même conclure sur une note positive à votre première question. On a quand même eu dans l'année 2020 le plus grand nombre de créations d'entreprises en France s'est produit en Île-de-France. Hein. On détient 30% des créations fondées en 2020, ce qui montre quand même un dynamisme indéniable des acteurs franciliens. L'accord de relance annoncé la semaine dernière par la région Île-de-France en partenariat avec l'État pour les prochaines années, le plus ambitieux de France. Hein. Ce sont 13 milliards mobilisés d'ici 2022 en quasi-parité entre États région. Donc voilà comment dirais-je, des chiffres tangibles pour soutenir la relance économique et venir en aide aux entreprises éprouvées par la crise. Et puis on a bien sûr la transition écologique. Là on l'avait largement engagée même avant en fait la pandémie et nous serons certains d'avoir avec cette transition écologique toute une dynamique économique qui devrait revenir. Voilà un peu ce que je voulais répondre rapidement, et je voudrais vous dire également que nous avons un souci très particulier sur l'emploi des jeunes, puisqu'en fait, vous savez qu'avec toute cette activité qui normalement offre des petits jobs temporaires à toute une quantité importante de jeunes, d'étudiants, de jeunes en formation ou de gens sans formation, tout ce tissu économique un peu souple est aujourd'hui à l'arrêt, donc c'est une grande difficulté. Merci beaucoup pour cet éclairage. Justement, on comprend bien donc, que notre tissu économique a besoin de soutien. Voilà, très concrètement, quels sont les dispositifs que vous pouvez évoquer qui sont justement mis à disposition de la région, par la région, pardon ? Alors, sur les derniers points d'actualité, on vient de rouvrir le fonds Résilience. Alors, le fonds Résilience, il est ouvert depuis le 11 février et il sera refermé au 17 mars. Donc, c'est 50 millions d'avances remboursables supplémentaires. On a aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, 720 demandes. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver ça sur Île-de-France, sur notre site Île-de-France, www.ile-de-france/fonds résilience. Vous allez sur le site Île-de-France et vous trouvez. Alors c'est important que je dise dans votre émission où on trouve, parce que là où on a le plus de difficultés, c'est de faire passer l'information. Parce qu'on a pas mal d'aides, vous allez voir. On a l'aide de paiement des loyers, de 1 000 € forfaitaires, par exemple pour les commerces, restaurants et cafés de moins de 10 salariés. Et là, pareil, c'est sur le site d'Île-de-France, aide au loyer pour la relance des commerces. Ça, ce sont toutes
des aides qui sont très très récentes, hein. Je vous parlerai après très rapidement de ce qui existe de manière un peu plus ancienne depuis le début de la pandémie, mais là on a essayé, si vous voulez, d'accentuer un peu nos aides pour essayer effectivement de maintenir un tissu économique, j'allais dire, dans les starting blocks, hein, pour que tout puisse redémarrer lorsqu'on pourra réouvrir. On a également un service qu'on appelle le Smart Service, donc qui est un service d'assistance aux entreprises, justement pour les aider à aller dans la forêt, j'allais dire, des aides, comment dirais-je, des propositions que font soit les villes, soit les communautés de communes, soit la métropole, soit la région. Et vous trouverez pareil cette aide qui s'appelle Assist Entreprise sur le site internet. Et l'idée, hein, c'est bien évidemment de les accompagner. Et puis on a également lancé en fait l'AAP. Donc, c'est une aide en fait pour les entreprises de type TPE, PME pour accompagner la relance. Alors là, il s'agit en fait d'une aide très particulière puisqu'en fait, elle est destinée, et vous verrez, on a d'autres aides, mais elle est destinée pour en fait les entreprises qui sont porteurs d'une stratégie de croissance et de création d'emplois dans une logique de relance activité économique, hein. Donc, c'est 150 000 euros pour les TPE, 500 000 euros pour les PME, jusqu'à 800 000 euros pour des projets d'installation de nouvelles capacités de production d'envergure. Donc, c'est très significatif. On a mis 20 millions sur la table et ça vient d'être mis en place. Alors, je rappelle très vite, parce que je sais que le temps dans une émission comme la vôtre est quelque chose de très précieux. On a le prêt rebond à taux zéro. Hein, c'est entre 10 000 et 300 000 euros. Et ça, il est en partenariat avec la BPI. Et ça, ce prêt rebond en Île-de-France est très actif depuis le 5 mai. Le 5 mai, bien sûr, l'année dernière. Et il s'adresse aux TPE, PME de 250 salariés. On a également, juste pour vous donner un chiffre, on a signé presque 7 000 prêts sur cette aide-là. On a le chèque numérique. On a lancé ce chèque numérique. On peut financer la transition numérique des artisans commerçants. On s'est aperçu que beaucoup de petits commerces n'avaient pas de site internet, étaient complètement démunis dans la capacité en fait d'avoir leurs clients qui commandent en ligne et d'aller chercher chez eux les produits. Donc, on a mis en place ce chèque numérique pour les aider à la création de sites internet, faire de la publicité digitale et puis s'abonner sur les grandes plateformes, parce qu'on s'est aperçu que les grandes plateformes françaises dans l'e-commerce était importante et justement en Île-de-France encore plus puisque les gens sont assez, j'allais dire, consommateurs en fait d'e-commerce. Donc, pour vous donner encore quelques chiffres, presque 6 000 demandes déposées de chèques numériques au 26 février. Donc, c'est une disposition qui marche très bien et qu'on encourage bien évidemment au travers d'émissions comme la vôtre à en faire la publicité. Nous avons le fonds de solidarité État-région. Ça, c'est le fonds de solidarité État-région pour un montant de 156 millions. Et là, on est sur le volet 2. Ce volet 2 n'est plus... qui n'est aujourd'hui plus ouvert que pour les discothèques. On a eu le volet 1, ça a été 410 000 entreprises franciliennes qui ont été aidées. 410 000 entreprises franciliennes ont été aidées par le Fonds de solidarité avec 4 milliards. Et on a eu un très grand succès sur le volet 2 au 4 janvier, puisque c'était 53 000 demandes supplémentaires qui ont été versées pour 112 millions. Donc on a eu le volet 1, le volet 2, et là il reste le volet 2 ouvert pour les discothèques. On a eu bien sûr notre aide PME Covid-19, excusez-moi. C'était une aide jusqu'à 800 000 euros qui était destinée aux TPE, PME et ETI qui souhaitaient en fait transformer leurs outils de production pour sécuriser des approvisionnements stratégiques en Île-de-France et particulièrement sur le matériel médical, les masques, le gel, les blouses, et des subventions qui quand même étaient importantes puisque ces 800 000 euros pouvaient contribuer jusqu'à 50% du montant total du projet. On a eu beaucoup de succès sur cette aide puisque c'est 300 dossiers qui nous ont été envoyés, 60 projets ont été revenus et on a mis 15 millions. Les dernières aides, excusez-moi, c'est le PME Relance Industrie. Cette en fait PME Relance Industrie nous a permis en fait de faire des appels à projets pour essayer d'encourager la relocalisation, l'implantation d'usines de transformation, et essayer en fait d'attirer, si vous voulez, des projets autour de PME
créatrice en fait de valeur sur tout ce qui est projet de relocalisation. Merci beaucoup. Ah, d'accord, c'est trop long. C'était très intéressant. Juste pour finir, hein, si vous pouvez nous aider à faire un peu de prospective, voilà, on voulait vous poser une question un peu ouverte. C'était de comment finalement l'innovation sociale et la croissance verte pouvaient être vraiment vectrices de développement pour notre région dans les années à venir. Bon, très rapidement, parce que je sens qu'on est un peu long. Bien avant la crise, hein, c'était un sujet clé pour nous. Nous étions déjà en train de vivre un changement de paradigme sur la place et sur le rôle des entreprises. La crise a montré que, bien évidemment, que le besoin d'économie sociale et solidaire était encore plus important et nous avons en fait renforcé à la fois notre dispositif, nos budgets, notre stratégie pour faire progresser notre développement vers plus d'équité, plus de durabilité. L'ESS est porteuse de solutions face aux enjeux qui sont maintenant saillants, c'est les exclusions et les inégalités qui augmentent, les enjeux climatiques et environnementaux qui deviennent de plus en plus importants pour les citoyens. Donc la région Île-de-France, par l'intermédiaire de la COP, par l'intermédiaire de son budget, par l'intermédiaire de la signature du plan avec l'État, se convertit encore plus qu'elle ne l'était comment dirais-je, sur les sujets d'économie sociale et solidaire et sur le changement climatique. On a de toute façon une très forte pression des salariés. Voilà. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup Franck Marguin et Philippe de Oliveira. On vous retrouve tout à l'heure. Merci encore Franck d'avoir été parmi nous. On va passer maintenant donc à notre première table ronde sur 2 thèmes. On va regarder quelles sont les diligences préalables à prendre en compte justement dans le cadre d'une opération d'acquisition en période de Covid. C'est très important justement d'avoir ces conseils très concrets, très pratiques. Et surtout, on va regarder comment également sécuriser juridiquement ces acquisitions de qui ont été fragilisés évidemment par cette crise de la Covid. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau des intervenants de qualité. Pascal Bonnet est parmi nous, il est associé restructuring chez KPMG France. Également parmi nous, Gilles Poder, associé restructuring et procédures collectives chez Alérion, société d'avocats. Cédric Alain est là, il est responsable du département financement structuré à la Caisse d'épargne Île-de-France. Et Guillaume Gain est également là, responsable du département capital investissement de la Caisse d'épargne Île-de-France. Évidemment, on compte sur vous pour vos questions tout au long de ce débat. Pour démarrer, je voudrais vous entendre, Guillaume et Cédric, sur ce que vous faites pour les PME, justement, aujourd'hui en Île-de-France. Évidemment, vous les aidez à saisir ces opportunités de temps de crise. Cédric. Tout à fait. Caisse d'épargne Île-de-France, en tant que banque mutualiste et régionale, fortement implantée sur son territoire, est à disposition des différents acteurs du tissu économique francilien. Nous avons une démarche dans la continuité. Comme nous le disons régulièrement aux clients et aux prospects que nous rencontrons, nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui et nous serons là également demain. Donc nous avons une démarche longue, sans stop and go, ce qui est important par rapport à la visibilité auprès de nos clients. Et notre positionnement est d'être là au moment clé de développement de l'entreprise, sur des opérations de transmission de capital, sur des opérations de croissance externe également, qui sont vraiment des projets stratégiques pour nos clients. Ça nous permet justement, dans ces moments clés, de démontrer toute la qualité de notre offre et on capitalise dessus pour l'avenir. Alors justement, vous avez créé un nouveau département à destination des entreprises. Exactement. Nous avons toujours de grandes ambitions pour le marché de l'entreprise au niveau de la Caisse d'épargne Île-de-France. Le département a été créé en 2009, mais ne cesse d'être en croissance depuis. On est devenu un acteur francilien reconnu du small et mid cap. Donc, il ne faut pas se mentir, on a été aidé également par un marché qui a été en fort développement et qu'on a également accompagné. Mais ça nous a permis de voir que notre offre était tout à fait pertinente auprès de ces acteurs. Et justement, alors quels sont les éléments qui vous ont aidé à mettre en place cette stratégie concrètement ? Comme je le disais, principalement donc, un marché qui reste très fort sur les croissances externes, y compris en 2020. On a pu, par exemple, l'observer parce qu'il y a des secteurs qui sont très résilients, comme la santé, la technologie, qui d'ailleurs représentent une part de plus en plus importante des opérations de croissance externe, environ 50% sur l'année 2020. Ensuite, on est dans un monde également sur lequel il y a encore beaucoup de liquidités, notamment auprès des acteurs de private equity, qui donc ont des poches importantes à investir. Et enfin, on est sur une typologie d'opération qui est jugée en fait plus rapide en termes de création de valeur que des opérations classiques d'investissement qui mettraient quelques années à produire leurs effets. Alors évidemment, vous êtes banquier, mais vous êtes aussi, on va dire, de plus en plus conseil auprès des entreprises.
Tout à fait. Donc, banquier, évidemment, c'est notre raison d'être. Mais auprès de nos clients, nous cherchons également à être conseil en forte valeur ajoutée. Donc, tout simplement, en plus d'accompagner nos prospects et nos clients dans leurs projets, on essaye de co-construire le projet ensemble. Et donc, évidemment, on est au sein d'un département qui a un fort sens du service. Donc, c'est vrai que des fois, on peut avoir une approche et être qualifié d'iconoclaste, mais on veut vraiment porter une démarche volontairement agile. On est aidé également par une proximité auprès de nos décideurs et donc un circuit de décision très court, une réactivité. Et donc, clairement, ça aide à apporter le développement de nos clients sur ces opérations-là. Et point important, nous sommes présents pour nos clients et nos prospects, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du secteur. Alors, Cédric, nous avons déjà, donc je vous en remercie, une première question de l'auditoire. Alors, comment justement, rétrospectivement, est-ce qu'on analyse les performances 2020 d'une entreprise, c'est vrai que c'est très important, en y intégrant la crise Covid? C'est pas évident, hein. C'est sûr que pour beaucoup d'entreprises, en 2020, les chiffres comptables en fin d'année ne vont pas représenter leur meilleure année, ni même forcément une base très valable sur laquelle s'appuyer. Donc en fait, en échangeant avec eux, on rentre un peu plus dans le détail. Déjà, on voit que le premier confinement a souvent produit des effets beaucoup plus durs en termes de résultats économiques que le second. Et donc, on cherche à regarder s'il y a eu un effet rattrapage au début de l'été et également comment, notamment, le second confinement, qui était moins strict pour l'activité économique, s'est comporté. Et sur ces chiffres-là, également, évidemment, les exercices passés, on peut tirer une tendance et s'appuyer sur ces chiffres, on va dire, retravaillés pour envisager l'avenir. Alors Guillaume, de votre côté, vous êtes donc responsable du capital investissement donc, à la Caisse. Vous avez d'ailleurs créé une société d'investissement et non un fonds d'investissement. Alors expliquez-nous justement cette différence de stratégie. C'est très important pour vous, hein. C'est fondamental. Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Effectivement, nous avons créé à la Caisse d'épargne Île-de-France en 2015 une société d'investissement régionale, parce qu'effectivement, l'investissement se fait sur la région Île-de-France, dotée de 100 millions d'euros. Alors c'est une société d'investissement et pas un fonds d'investissement. La différence principale, c'est que nous investissons sur les fonds propres de la banque et que cela nous offre un horizon d'investissement très long terme. On peut tout à fait se positionner sur des projets au-delà de 5 ans. 5 ans, c'est généralement l'horizon d'investissement des fonds d'investissement. Donc vous, c'est un capital patience, on va Exactement, dire, hein. Voilà. Si on veut prendre une image, on injecte du capital patience dans les entreprises qu'on accompagne. Et vous accompagnez combien d'entreprises justement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accompagner une vingtaine de chefs d'entreprise. On a réalisé plus d'une trentaine de transactions en 5 ans. Évidemment, notre accompagnement, il est financier, puisqu'on finance à travers nos fonds propres des opérations qui ne pourraient pas se financer exclusivement en dette. Mais effectivement, vous l'avez compris, en tant que professionnel des acquisitions, c'est véritablement ce savoir-faire qu'on apporte aux dirigeants qu'on accompagne. Et qu'est-ce que vous faites exactement donc, en matière de croissance externe? Alors, en matière de croissance externe, c'est souvent les dirigeants qui connaissent très bien leur écosystème, qui identifient les cibles pertinentes, les plus pertinentes. Évidemment, notre réseau peut y contribuer de façon tout à fait intéressante. Mais c'est vous quand même qui allez les approcher, du coup. Alors, effectivement, on peut se charger de faire l'approche des dirigeants des cibles pour les sonder sur leurs intentions. Et si, effectivement, il y a de l'appétence pour un adossement, à ce moment-là, on se met un peu en task force et on démarre un véritable travail d'équipe avec les dirigeants qu'on accompagne. Évidemment, eux se chargent plus des aspects business du dossier. C'est eux qui valident, évidemment, la pertinence des synergies commerciales, qui valident aussi la qualité des hommes sur les entreprises cibles. Et nous, on se charge, évidemment, de la matière financière, la revue des bilans, la valorisation et, évidemment, le montage financier de l'opération. Donc un vrai travail d'accompagnement. Alors merci encore à vous. On a également une question, Guillaume, de l'auditoire sur les valorisations d'entreprises. Qu'est-ce qu'on observe actuellement sur ces valorisations ? Alors oui, effectivement, une question d'actualité qu'on se pose tous. Alors il n'y a pas encore de vérité absolue, puisqu'on n'est pas sorti de cette crise, on y est encore. Et donc le constat qu'on peut faire aujourd'hui ne sera pas forcément vrai si on se projette dans un an. Mais ce qu'on a observé en tout cas en 2020 et ce qu'on continue d'observer, c'est effectivement pas du tout une baisse des valorisations, contrairement à ce qui se produit généralement en temps de crise. On est plutôt sur une stabilisation, voire une augmentation. Maintenant, c'est un constat qui est certainement biaisé parce que les entreprises qui sont sur le marché en ce moment, c'est des entreprises de très belle qualité, qui ont été résilientes au Covid et qui donc sont des actifs de grande qualité qui se payent toujours très cher. Donc si les valorisations n'ont pas baissé, ce qu'on voit quand même de plus en plus, peut-être pour donner des éléments très concrets à notre auditoire, c'est qu'on voit de plus en plus des mécanismes de flexibilisation du prix
qui se négocient. Et je veux notamment parler des compléments de prix. Des compléments de prix, c'est quoi? C'est la possibilité de conditionner le paiement d'une partie du prix de la transaction, c'est généralement 10 ou 20%, à l'atteinte de performances financières futures. Donc ça peut être le résultat d'exploitation 2021. C'est un outil très intéressant parce que ça permet à l'acquéreur d'avoir du confort et ça permet au vendeur de ne pas baisser son prix. Il y a également donc l'enjeu de sécurisation qui est tout à fait primordial, on le sait, pour vous aujourd'hui. Effectivement, je l'évoque avec le complément de prix. Les cibles de croissance externe que nous regardons leur santé financière a été détériorée par la crise et donc cet enjeu de sécurisation il est évidemment plus prégnant. Maintenant, c'est cette détérioration qui peut peut-être inciter ces dirigeants à rechercher un adossement et donc ça peut créer des opportunités de croissance externe qui sont tout à fait intéressantes. Bien évidemment, c'est plus risqué, donc il faut faire preuve de méthode et ne pas négliger l'aspect fonds propres aussi. Alors vous dites que c'est plus risqué, c'est quoi les principaux écueils, on va dire, quels sont les principaux écueils à éviter? Alors je dirais qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion d'un prix facial qui est très attractif, puisque des transactions sur des entreprises qui sont en difficulté, le prix à payer peut être assez faible, il peut s'autofinancer avec la trésorerie de l'acquéreur, mais il faut faire évidemment attention et se projeter au-delà du closing, au-delà de la réalisation de cette opération, parce qu'il faut anticiper les sujets de financement du BFR, qui va nécessairement rebondir puisqu'on est comme là pour redresser l'activité. Et il faut également faire attention à des sujets de report de dette fiscale et sociale qu'il faudra honorer. Et comme on est banquier aussi et qu'on a participé à cet effort collectif, il faudra évidemment rembourser les PGE. Oui, effectivement, ça c'est clair. Alors pour l'aspect justement sécurisation et due diligence, comme on les appelle, vous vous entourez d'experts. Oui, alors il faut bien avoir en tête que des transactions sur des cibles qui sont fragilisées comportent plus de risques que des transactions sur des cibles totalement in bonis. Et en plus, ça peut se faire dans un contexte de timing très très serré. Et donc évidemment, il faut s'entourer des meilleurs experts et les faire rentrer dans le jeu très très rapidement. Et c'est dans cet objectif qu'on a souhaité vous apporter aujourd'hui le témoignage de des meilleurs experts du restructuring, sinon les meilleurs. Ils sont là, voilà, ils sont sur ce plateau, ils sont autour de nous, ils sont avec nous, merci d'être là. Alors justement, Pascal Bonnet, quels sont les secteurs qui sont les plus recherchés finalement en ce moment? Est-ce que cette crise a changé quelque chose dans cette recherche de cibles? Évidemment, ça paraît clair que c'est oui. Absolument. Bonjour. Effectivement, avant la crise, on en a parlé un petit peu au début de cette table ronde. Finalement, c'était le commerce de détail, le commerce de gros, l'ingénierie qui était très recherchée. A contrario, les secteurs de la construction, du transport étaient beaucoup moins recherchés. Avec la crise, ces secteurs sont toujours recherchés, mais je dirais qu'il y a eu des nouveaux secteurs très touchés et qui vont offrir, malheureusement, c'est le cas des crises, des opportunités très intéressantes. On l'a dit tout à l'heure, ça peut être l'hôtellerie, la restauration, bien sûr le loisir, le tourisme, l'événementiel, l'aéronautique, l'automobile et aussi, par exemple, la construction et tout ce qui est immobilier de bureaux qui, bien sûr, vont être des opportunités importantes. Gilles Podor, je me tourne vers vous. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, il suffit de faire le constat de dossiers publics qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On a tous entendu parler des restructurations Orchestra, Alinea ou encore Kidilys pour ne parler que du retail. Je traite aussi bon nombre de dossiers en matière d'hôtellerie, restauration, tourisme et autres secteurs que Pascal vient de mentionner. Donc oui, constat totalement partagé. Et alors Pascal, vous avez mis en place également donc un robot qui s'appelle Blue, qui est une sorte, on va dire, de mythique pour les personnes morales. Ça permet de trouver sa cible idéale. Comment ça fonctionne, dites-nous? Alors absolument, KPMG a développé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Blue, la couleur bleue en anglais. En fait, l'idée, c'est de retrouver des repreneurs quand vous êtes un groupe et que vous avez une filiale qui est devenue non stratégique ou qui est en perte, ou trouver une cible si vous voulez réaliser une opération de croissance externe. Voilà. Au-delà en fait du fait qu'on va trouver ce robot, va trouver en quelques secondes le repreneur ou la cible, il a deux autres atouts qui sont indispensables. C'est la pertinence de l'algorithme, puisque effectivement nos ingénieurs et nos informaticiens ont énormément travaillé pour avoir un algorithme très puissant. Et puis également notre base de données, puisqu'on regroupe des millions d'entreprises en France et dans les 4 principaux pays européens.
D'ailleurs, à ce titre, KPMG publie chaque semaine une newsletter qui reprend en fait les cibles d'entreprises en difficulté. Et donc également, on peut vous inviter donc à rentrer vos critères de recherche dans Blue, à savoir le secteur, l'activité, la taille, la présence géographique. Donc je vous invite en fait, si vous le souhaitez, à m'envoyer un message Pascal Bonnet KPMG sur LinkedIn et je pourrai vous donner accès à cette newsletter et également vous donner accès à ce robot Blue. Incroyable ce que l'intelligence artificielle permet de faire aujourd'hui. Alors une fois qu'on a identifié sa cible, il faut faire ce qu'on appelle les fameuses due diligence. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Dites-nous. Effectivement, les due diligence, en français, vérification nécessaire, il faut qu'elles soient larges, il faut qu'elles couvrent la finance, le juridique, le fiscal, le social, et puis également peut-être les systèmes d'information et l'environnement. Quand on est sur des cibles qui sont distressed, l'information est de moins bonne qualité. Les data rooms sont pauvres et donc on est amené à prendre des décisions d'investissement avec une information partielle ou dégradée. Je dirais qu'il y a une part de risque. La contrepartie, c'est qu'effectivement, il y a moins de concurrence que si vous allez acheter une société qui va bien, c'est-à-dire in bonis. Également, le temps disponible pour réaliser la transaction est très important. Comme l'entreprise est en difficulté, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle risque de tomber en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Si on analyse le profil de l'acheteur un peu type, alors c'est quoi par exemple? C'est effectivement un groupe qui va faire de 20 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit que son profil type, c'est qu'il va chercher une cible dans son secteur ou dans un secteur proche, c'est-à-dire quelque chose qu'il connaît, ça peut être des concurrents, ça peut être des clients ou des fournisseurs, parce qu'il y aura une relation avec déjà ces sociétés, ou alors pour finalement étendre sa présence géographique, par exemple pour étendre un réseau de distribution, quelqu'un qui serait présent en Bretagne ou en Normandie, qui va monter vers les Hauts-de-France ou vers la Vendée. Donc effectivement, on le voit, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut faire attention, il y a une part de risque, c'est le pendant d'avoir moins de concurrence. Pour vous, Gilles, ça se passe comment? Comment est-ce que vous opérez? Est-ce que c'est un peu la même chose? Oui, exactement. Je partage tout à fait le point de vue de Pascal sur le fait que la contrainte temps est vraiment une spécificité à ce type de transaction, à la fois en raison effectivement de la situation financière de la société qui peut se retrouver confrontée assez rapidement à une crise de trésorerie et donc potentiellement un redressement judiciaire, mais aussi une contrainte liée potentiellement à un environnement qui peut aussi être compétitif s'il y a d'autres acquéreurs qui sont également intéressés. Et donc il faut vraiment savoir travailler en mode commando, focaliser sa due diligence sur les points qui sont vraiment essentiels. Mais pour autant, il faut pas non plus, il faut savoir aussi garder la tête froide. Il ne faut pas occulter les difficultés qui sont propres à ce type de reprise d'entreprise en difficulté, et donc effectivement ne pas non plus s'enflammer. Vitesse, mais pas de précipitation quand Exactement. même. Hein. Voilà, c'est ça. Alors Pascal, il faut quand même pas trop regarder que le passé, il faut aussi se tourner vers l'avenir quand même quand on achète une boîte, parce qu'on a tendance à regarder que son passé, ses bilans, etc. Bien sûr. Alors, il faut quand même regarder le passé pour comprendre l'origine des difficultés et bâtir un plan de retournement qui va mettre fin à ce dysfonctionnement. Mais effectivement, il faut regarder l'avenir. Il faut être capable de préparer un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie très détaillé sur les 12 prochains mois et on va dire plus tendanciel sur les années suivantes. Les due diligence sont très importantes parce qu'effectivement, il faut payer le bon prix, un prix faible, voire l'euro symbolique. Mais s'agissant d'entreprises en difficulté, ce qui est le plus important, c'est de déterminer le besoin de financement post-cession. Le vrai prix d'achat, il est là, à savoir le financement du BFR post-cession, les investissements qui ont souvent été en retard et financer le plan de restructuration et qui comprend parfois du PSE. Une autre remarque importante, la phase de due diligence est très importante, mais en cas de succès, ce qui le devient encore plus, c'est la phase d'intégration. Souvent, on se rend compte que les chefs d'entreprise préparent mal ou anticipent mal cette phase d'intégration. Et pourtant, il faut être capable, dès que finalement vous achetez cette entreprise, de mettre un ou plusieurs managers de qualité qui vont être hyper réactifs et qui vont être hands-on pour mettre en place le plan de retournement. Et c'est pour ça que, effectivement, les due diligence, c'est très important.
mais je dirais qu'être prêt aussi à mettre en place un plan d'intégration pertinent, solide et être très réactif, c'est fondamental aussi. Alors une question que vous posez tous très souvent, c'est l'affacturage. Qu'en est-il de l'affacturage? Est-ce que ça peut être une bonne solution peut-être justement pour financer cette acquisition? Alors, l'affacturage est un très bon moyen de financement, très utilisé par les entreprises en difficulté pour financer le BFR, parce que le BFR pour une entreprise en difficulté ou même en forte croissance, c'est un vrai problème. Donc on a de la chance, c'est qu'en France, finalement, le marché de l'affacturage est très mature, c'est un des plus matures d'Europe, et donc on peut avoir accès à cette ressource de financement de manière assez facile et avec des conditions financières très intéressantes. C'est pareil pour vous? Oui, tout à fait. C'est un outil classique et particulièrement utile dans le contexte de reprise d'entreprises en difficulté pour le financement du BFR, qui est un sujet absolument crucial. Alors un élément également très important, on en a parlé tout à l'heure déjà avec Guillaume, c'est la sécurisation de la transaction. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus, Gilles? Alors, s'agissant de la sécurisation de la transaction, on a une situation qui a déjà une particularité, c'est qu'en général, dans une session de ce type-là, l'acquéreur ne bénéficiera généralement pas de garantie de passif, ou en tout cas garanties de passifs qui n'auront aucun rapport avec celles qu'on constate habituellement. Et donc, tout simplement parce qu'en général, le prix est extrêmement faible. Donc, c'est la contrepartie assez logique. Bon, on voit même parfois des prix négatifs. Donc, en termes de sécurisation, je pense qu'un des premiers points qui va être important, c'est du côté de l'acquéreur, c'est de se prémunir contre l'éventuel transfert de dettes qui n'auraient pas été identifiées au cours de la due diligence. Donc ça, c'est un des points majeurs. Et du côté du vendeur, il ne peut pas se désintéresser de la viabilité du projet qui est présenté par le repreneur. Quand on cède une entreprise en difficulté, il faut s'intéresser au projet du repreneur et vérifier effectivement sa crédibilité. Donc en pratique, pour faire face à ces contraintes, on va utiliser notamment deux outils qui sont la conciliation homologuée et le pré-pack-cession. Alors pré-pack-cession, c'est quoi exactement? Alors, dites-nous-en un peu plus, sans être trop technique peut-être, Pascal? Oui, trop technique en fait finalement. Pas trop technique. Non, le pré-pack-cession, ça consiste à organiser la cession d'une entreprise en difficulté dans le cadre de procédures amiables, c'est-à-dire confidentielles, comme le mandat ad hoc ou la conciliation. Pourquoi? Il faut à tout prix éviter le redressement judiciaire. On le sait, dans le cadre d'un redressement judiciaire, les personnes clés quittent le navire, les concurrents sapent le moral de vos clients en les effrayant, les fournisseurs vous coupent tout crédit, et je dirais qu'en fait, en termes de perte de valeur, c'est catastrophique pour l'entreprise. Donc l'idée, c'était d'organiser la cession de l'entreprise en difficulté le plus en amont possible pour éviter cette phase de redressement judiciaire. C'est ça les avantages du pré-pack-cession? Absolument, de conserver la valeur. D'accord. Et pour vous, Gilles, alors comment vous le voyez, ce pré-pack-cession? Effectivement, le pré-pack, la première chose déjà, c'est qu'il suppose que l'acquéreur ne soit pas prêt à reprendre les actions de la société cible, puisque sinon, on n'a pas besoin de passer par cette phase de pré-pack et de redressement judiciaire. Mais donc, dans l'hypothèse où la seule possibilité, c'est une préservation de l'entreprise par une cession des actifs, l'avantage clé de cette procédure, c'est effectivement cette préparation en amont, de sorte à ce que, une fois que la société cible rentre en redressement judiciaire, il y ait déjà une solution de reprise qui soit sur la table. Ça présente des avantages pour le vendeur, parce qu'effectivement, on sait en rentrant en procédure d'ores et déjà qu'il y aura une solution de préservation de l'entreprise. Et ça présente aussi des avantages pour l'acquéreur, puisque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui est le dénouement du pré-pack, vous aurez une possibilité pour l'acquéreur de ne reprendre que les actifs, les contrats et le nombre de salariés inclus dans son offre, sans reprendre pour autant les dettes. D'accord. Alors, vous avez parlé du pré-pack, et puis il y a un autre terme que vous avez employé, c'est la conciliation homologuée. Alors, évidemment, on veut en savoir plus, Pascal. C'est vrai que ça fait peur quand on dit ça, conciliation homologuée. Un petit peu, oui. Je dirais qu'en fait, l'idée, c'est que finalement, on va sécuriser une transaction parce que l'entreprise est en difficulté. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'à un moment, s'il y a un problème, après la reprise, un PSE, un dépôt de bilan, qu'il y ait une remontée de la date de cessation de paiement avant ce closing qui pourrait poser des difficultés aux vendeurs. Et donc, ça permet de sécuriser la date de cessation de paiement et de la fixer à cette date de conciliation homologuée. D'accord. Vous êtes d'accord, Gilles? Oui, tout à fait. Un autre avantage, c'est que l'homologation, elle intervient par un jugement du tribunal.
Et pour l'octroyer, le tribunal doit vérifier effectivement la viabilité du projet, donc que la société va bel et bien, enfin en tout cas a des chances d'assurer son retournement via le projet qui est présenté dans le cadre de cette conciliation homologuée. Et donc c'est un cadre qui est très sécurisant pour l'acquéreur comme pour le vendeur. Alors finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des montages à privilégier justement pour sécuriser son acquisition? Est-ce que par exemple il faut avoir une holding? Est-ce qu'il faut acquérir tous les titres de l'entreprise ou seulement le fonds de commerce? Enfin, quels sont les conseils vraiment très concrets que vous pouvez donner donc, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Déjà, en premier lieu, pour moi, l'acquisition du fonds de commerce est plutôt un plan B si on ne peut pas racheter les actions. Par exemple, parce que effectivement, le niveau d'endettement est vraiment tel qu'il est excessif et qu'il ne peut même pas être renégocié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, eu égard aux conditions qu'on évoquait tout à l'heure, dans lesquelles ce type d'acquisition intervient habituellement, avec des due diligence limitées, il est quand même préférable, souvent, au moins dans une période transitoire, de conserver l'activité acquise dans une société ad hoc, un peu isolé, et donc d'attendre de voir un petit peu si le plan se déroule comme prévu, avant de l'intégrer un peu plus au sein du groupe. Et puis évidemment, il faut regarder la gouvernance. Vous nous parliez tout à l'heure de l'importance des managers. Il faut voir donc comment ça va se passer, cette gouvernance qui va diriger l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, il y a le sujet de la qualité du management, mais indépendamment de ça, sur le plan juridique, un des points sur lesquels je suis attentif, c'est que la qualité de dirigeant social implique des risques et des responsabilités. Et donc, je préfère en général que la société mère du groupe de reprise ne se fasse pas désigner dirigeant de l'entité reprise en tant que personne morale, puisque effectivement, ça peut être source de risque. Alors finalement, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous donner, on va dire, les bons conseils? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, si on résumait en quelque sorte? Moi, je pense que les bons conseils, c'est qu'il faut saisir les opportunités que crée la crise, et on peut vous aider avec Blue. Bien sûr, il faut faire des due diligence, mais il ne faut pas oublier l'intégration. Pour vous, Gilles Poder? Pour moi, je vais revenir sur le fait qu'effectivement, il y a des opportunités à saisir, ça c'est certain. Que pour autant, lorsqu'on n'est pas forcément habitué à ce type d'opération, encore une fois, il faut garder la tête froide. Il ne faut pas saisir une opportunité juste pour la saisir. Peut-être pas non plus se laisser embarquer dans un processus qui soit un peu trop assimilable à des enchères, si vous voulez. Et donc, effectivement, il y a des opportunités, mais pour autant, traiter ce type de processus avec autant de sang-froid que possible. Pour vous, Guillaume, peut-être un mot sur les ingrédients d'une belle reprise, un exemple? Alors, un exemple d'une belle reprise, je me permets d'enlever le masque, un exemple d'une belle reprise, je crois que c'est quand l'outil de production et l'ensemble des salariés sont préservés et qu'effectivement on arrive à se projeter dans un groupe, dans le groupe qui a grossi de cette acquisition sur un horizon très très long terme. C'est ça. Alors en même temps, vous avez dit qu'il faut aller vite, mais aussi peut-être quand même prendre son temps. Qu'est-ce qu'on se donne comme, on va dire, comme timing, comme délai? C'est quoi? C'est 6 mois en général? Il n'y a pas vraiment de timing idéal non plus, hein. Non, alors en termes de timing, sur des opérations in bonis, en général, c'est 2-3 mois incompressibles. Sur des cibles distress, donc un peu plus stressées, là, on l'a dit, la santé financière est tellement dégradée qu'il faut probablement accélérer les processus, mais effectivement, en gardant la tête froide, d'où l'intérêt d'intégrer un maximum de conseils très en amont quand on regarde ces opérations pour aller très très vite. Eh bien, merci infiniment à tous les quatre donc pour tous ces conseils très concrets, effectivement, et très utiles que vous avez pu donner. Cédric, vous restez avec moi. On va maintenant accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, justement. Il va nous dire comment, justement, lui, il est arrivé à se développer dans cette conjoncture actuelle. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on va en parler avec un dirigeant qui va nous détailler ses motivations. On a le plaisir d'accueillir maintenant Pascal Vermèche. Vous êtes président CIO du groupe MMS GRI CIET. Alors, en quelques mots, Pascal, dites-nous quand même ce que fait votre entreprise, qu'on comprenne bien. Ce sont des solutions de monitoring de température. Concrètement, ça veut dire quoi?
Oui, bonjour à tous. Oui, notre société, nous produisons des capteurs électroniques communiquant par radio avec des plateformes informatiques permettant de suivre les conditions de stockage des produits de santé, comme les poches de sang, les vaccins ou des produits comme ça. Donc les vaccins, on a entendu le mot, vous devez avoir du boulot en ce moment-là. À la marge un petit peu, parce qu'on sert beaucoup les hôpitaux et les laboratoires, mais la chaîne du froid, ça concerne beaucoup d'autres sujets que simplement les vaccins. C'est un peu la partie visible aujourd'hui, mais effectivement très stratégique pour nous tous. Alors racontez-nous cette année 2020 en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous l'avez vécu? Ça a été pas si catastrophique que ça pour vous? Bon, il y a eu une période de sidération qui a suivi le premier confinement et nous, on s'est attachés à garder la tête froide, à essayer de travailler avec nos équipes, nos partenaires et nos clients pour adapter notre organisation et adapter nos services aux nouvelles conditions de fonctionnement. D'accord. Cédric, alors vous étiez là, hein, vous avez accompagné l'entreprise également dans ces moments difficiles. Tout à fait. Pascal parlait de partenaires. Donc clairement, quand le premier confinement s'est passé, on a échangé régulièrement, on a fait des points ensemble pour justement tout simplement voir ensemble ce qui arrivait, quels étaient les impacts sur la société, mais également notamment sur les sujets qu'on découvrait en direct, comme le PGE, travailler ensemble à une solution, à l'élaboration et voir comment on pouvait du coup mettre tout ça en musique pour pérenniser. Alors Pascal, on sait que ces périodes de crise ce sont aussi des périodes d'opportunité, hein, on l'a dit dans cette réunion. Alors vous aviez des opérations en cours, comment ça s'est passé? Vous avez réussi à les mener à bien? Racontez-nous. Alors nous, il se trouve qu'on venait juste de procéder à une acquisition, donc on s'est organisé pour gérer son intégration. La table ronde l'évoquait, c'est tout aussi important de réussir son closing, mais surtout son intégration. Et puis on s'est surtout aussi attaché à maintenir des bons arbitrages entre le court terme et le moyen terme, sachant qu'on était tous convaincus qu'il y aurait une sortie de crise et qu'il fallait impérativement que l'innovation et que le développement commercial se poursuivent pour sortir plus fort de ce tunnel. Ce tunnel. Alors du coup, concrètement, vous avez fait quoi? Vous avez mené à bien justement cette opération donc. Alors, on a mené à bien cette opération et en parallèle, nous avons, avec notre partenaire bancaire Caisse d'Épargne, mis en place un PGE parce que je voulais absolument disposer d'un matelas de trésorerie pour ne pas faire des mauvais arbitrages de cash court terme au détriment de la stratégie de mon groupe. D'accord. Et ce PGE, donc, vous l'avez utilisé ou pour l'instant, vous l'avez plutôt gardé, comme beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs, un peu comme un matelas de réserve, de secours? On a eu la chance, mais aussi parce que le deuxième partie de l'année s'est avéré plus positif que nous pouvions l'espérer, de ne pas le consommer. Et avec notre partenaire, on a décalé un peu son décaissement pour le garder le maximum sur 2021 et l'utiliser d'une part en cas de énième crise, ou surtout également l'utiliser pour nous aider à se redévelopper en 2021 en ayant la ferme intention de pouvoir boucler ça à la fin de l'année. Alors, quelle a été justement la Caisse d'Épargne dans ce rôle-là? Quel a été votre soutien à ce moment-là, Cédric? Écoutez, sur les sujets des partenaires bancaires qui accompagnent JRI, aujourd'hui la Caisse d'Épargne est chef de file, et sur le sujet du PGE, comme je l'ai rappelé, que nous-mêmes banquiers, on a découvert au début du printemps 2020. C'était un produit, on lisait tous la FAQ pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et donc évidemment, on a fait beaucoup d'échanges avec Pascal pour le quantifier, voir comment le mettre en place. Et du coup, on est allé aussi voir nos autres partenaires avec justement cette solution co-construite ensemble et pour répondre à 100% des besoins de notre client. Alors ensuite, vous aviez une deuxième acquisition en vue. Est-ce que celle-là, vous avez réussi à la faire? C'était plus compliqué, j'imagine. Je trouve que pour des raisons liées aussi aux vendeurs et peut-être la difficulté d'établir un prix dans ces conditions, on a transformé cette acquisition en un partenariat stratégique à la fois commercial et technologique. Donc on a fait un ersatz d'acquisition, mais peu importe, ces moments de crise sont aussi des moments où on peut être un peu créatif. Et ce qui est important, c'est que pour nous, ça a été ça sera exactement une source de développement de business cette année. Et est-ce que du coup, ça vous a donné peut-être ce moment-là, justement, on va dire un peu difficile, ça vous a donné envie peut-être de regarder d'autres cibles, de se dire, tiens, c'est peut-être le moment d'avoir d'autres opportunités en vue? Bien sûr, nous sommes leaders de notre petite niche en France et on a très envie de se développer aussi bien en France qu'à l'international. On a la chance d'avoir des actionnaires prêts à nous soutenir et notre partenaire bancaire, Caisse d'Épargne, a un certain nombre d'outils pour financer ces opérations et j'espère bien qu'on arrivera dans les prochaines années, en tout cas, ou prochains mois, à concrétiser d'autres opérations. Alors vous qui êtes vraiment en plus près du terrain, on a envie de vous entendre sur cette année 2021. Comment est-ce que vous la voyez maintenant? Quelles sont pour vous les perspectives? Sachant qu'évidemment, ça dépend de son secteur, c'est très compliqué aujourd'hui.
Comment vous voyez les Exactement, choses? moi j'ai l'avantage de ne pas être dans le tourisme et dans un certain nombre de secteurs qui ont été vraiment massacrés, donc je mesure ma chance. Pour nous, cette crise, ça aura été probablement un accélérateur de la digitalisation, une prise de conscience des enjeux de sécurité et également des enjeux d'automatisation de process. Autant d'éléments qui sont fondamentalement favorables à l'adoption de nos solutions pour nos clients, bien sûr dans le secteur de la santé, mais également dans le secteur de la sécurité alimentaire. Et c'est pour ça qu'on est raisonnablement optimiste sur les prochaines années. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. On vous souhaite évidemment donc une très belle continuation pour votre entreprise. Merci. Pour faire la synthèse de notre réunion, j'ai le plaisir d'appeler à nouveau à me rejoindre Philippe de Oliveira, donc directeur financement structuré et ingénierie à la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Philippe, merci de vous installer. On arrive presque, on va dire, au terme de cette réunion. On a vraiment tenu les timings. On s'était engagé donc à faire cette réunion en 1 heure. Eh bien, Philippe, vous voulez peut-être commencer par quelques mots de remerciement pour tout le monde ? Oui, c'est un peu la moindre des choses. Donc, merci beaucoup à tous pour votre disponibilité et puis pour les éclairages. Je pense qu'on a tous compris que la crise apporte des opportunités, mais qu'il faut beaucoup de méthodes pour en tirer de la valeur. Et peut-être un petit mot particulier pour notre cher client, Pascal Vermersch. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Sachez que nous sommes vraiment fiers de faire partie de vos partenaires. Merci pour la confiance que vous nous témoignez. J'espère qu'on vous la rend bien. Alors, ce n'est pas fini quand même, Philippe. J'ai encore quelques questions pour vous, évidemment, parce qu'on a bien compris que vous pouvez donc accompagner les entreprises en haut de bilan, bas de bilan, sur toutes les thématiques de financement de dette. Mais vous voulez aller encore plus loin aujourd'hui et vous avez de nouvelles solutions, justement, donc à proposer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, tout le monde se doute que si on organise ce type d'événement, c'est qu'on a quand même quelque chose à dire. Donc, quelques innovations. Voilà, quelques innovations. Tout le monde a entendu, on a été, on va dire, acteur du soutien à l'économie au moment du pic de la crise. Donc, on a été un gros distributeur de PGE, on a fait beaucoup de reports d'échéances. Et donc là, notre ambition, c'est d'être vraiment acteur de la relance. Donc, vous l'avez entendu on va essayer de vous le démontrer dans les quelques minutes qui arrivent. Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire très concrètement ? Qu'est-ce que vous allez proposer dans vos palettes de solutions, on va dire ? En réalité, il y a plein de choses qui se télescopent, donc on ne s'ennuie pas. La première, et c'est vraiment un objectif stratégique pour nous, c'est d'être proche de l'actualité brûlante. Donc elle nous amène à parler de ce qui va bientôt être le fameux PPSE, donc le prêt participatif avec soutien de l'État. Donc c'est en 2 mots un prêt un peu particulier parce qu'en fait il a vraiment vocation à venir renforcer ce qu'on appelle les ressources stables des entreprises avec une maturité assez longue puisqu'on est sur des périodes de 8 ans de prêt et avec sa grande particularité c'est d'avoir une franchise de 4 ans, donc il y a de l'encadrement, on est là pour l'expliquer, un certain nombre de conditions, mais c'est sincèrement un outil qu'on pense être assez stratégique pour les semaines et mois à venir. Et la logique, c'est qu'il soit disponible à partir du mois d'avril. C'est ça, demain. Voilà. On a des questions justement de l'auditoire sur ce PPSE, ces prêts participatifs, puisque finalement, on n'en sait pas vraiment encore très bien comment ça va fonctionner. Donc, il y aura un rendement, vous avez dit, de combien à peu près ? En réalité, on ne sait pas tout. Pour ce qui concerne le rendement, ça renvoie plutôt à un taux d'intérêt. On sait qu'il va être entre 4,5% et 5%. Voilà. Donc, encore une fois, pour une période de disponibilité de 8 ans avec une franchise de 4 ans, c'est vraiment très concurrentiel, en sachant qu'il n'y a pas de garantie, hormis celle de l'État. Donc, un certain nombre de conditions quand même à avoir en tête. La plus importante, à mon sens, c'est qu'elle doit vraiment adresser des sujets de financement de croissance. Donc on est en plein dans le thème de ce qu'on évoque actuellement, à savoir de la croissance externe, mais aussi des investissements. En tout cas, c'est vraiment de l'argent frais pour déployer un plan de croissance, un plan de développement. Et une question que vous vous posez aussi, est-ce que c'est mieux finalement de prendre un PGE ou un prêt participatif ? Est-ce qu'on peut avoir les deux ou est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Alors, les deux sont possibles, donc on peut regarder les situations. Grosso modo, ce n'est pas parce que vous avez souscrit à un PGE que vous ne pouvez pas souscrire à un prêt participatif. Après, il y a les instances européennes ont mis un certain nombre de contraintes au produit. Donc, grosso modo, les clients ayant souscrit des PGE vont avoir pour partie une petite contrainte en termes de montant de PPSE. Voilà. Mais sincèrement, là, on rentre dans la technique, donc je pense que le mieux, c'est derrière qu'on se parle et pour évoquer les cas concrets de chacun. Alors, vous avez également d'autres produits, justement, donc vous avez mis au point. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez préparé ? On est encore toujours dans cette thématique de ressources stables, donc je vais vous parler de 2 choses. La première qui nous est propre, puisqu'en réalité, depuis maintenant
un certain nombre de mois. Hein. Je dirais que la genèse de la réflexion datait d'un peu avant crise et l'arrivée de la crise a accéléré notre souhait d'être prêt au plus vite. C'est ce qu'on appelle communément les fonds mezzanine. Donc nous, on a la joie de vous dire que là, dans quelques semaines, on va pouvoir vous proposer un dispositif de financement qui est donc un fonds mezzanine propre à la Caisse d'épargne, donc porté par les fonds propres de la Caisse d'épargne. Alors, le fonds mezzanine, ça peut faire parfois un peu peur quand même. C'est un terme un peu, on va dire, financier. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'auditoire se demande ça. Écoutez, le fonds mezzanine renvoie à ce qu'on appelle de la dette mezzanine. Donc, sans trop rentrer dans la technique, hein, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est vraiment un financement long terme qui, dans l'essentiel des cas, est sur des périodes de 7 ans à plus. En moyenne, c'est 7-8 ans. Avec, et c'est sa grande particularité, un remboursement in fine, donc vraiment au terme de la période. Et c'est qualifié de ce qu'on appelle une dette junior, donc à savoir subordonnée à toutes les autres dettes, en particulier bancaires. Voilà, donc ça prend la forme de ce qu'on appelle des obligations. Et l'autre grand intérêt, c'est que c'est peu ou pas dilutif au terme. Donc c'est vraiment du financement stable, long terme, qui permet de déployer notamment des projets de croissance externe. Et alors, est-ce que c'est bien le bon moment, le bon timing pour lancer ce type d'offre aujourd'hui? Je pense qu'on l'a entendu, hein, les entreprises sortent de cette crise, alors pour certaines très résilientes, hein, mais c'est quand même difficile de passer au travers d'une crise séculaire sans conséquences. Donc la plupart des dirigeants d'entreprises avec lesquels on discute nous évoquent, et on le voit, hein, une souscription d'un endettement supplémentaire. Donc on se retrouve finalement avec des outils un peu traditionnels, pour certains au plein. Et donc l'idée de ce type de produit, c'est justement de pouvoir insuffler, donner un petit peu de respiration, ce qu'on peut qualifier d'argent frais, pour pouvoir déployer sur le moyen et long terme ce type de projet de croissance. Et donc, pour répondre à la question, je pense que c'est même un moment très idéal. Alors donc, on a bien compris un projet de fonds mezzanine et puis également un autre fonds que vous voulez aussi développer. Oui. Alors, on ne s'ennuie pas. Donc, l'objectif, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est vraiment d'être présent finalement sur toutes les strates et toutes les solutions qui pourront être proposées par la place. Donc, on est une banque, hein, donc on va pouvoir distribuer du PPSE, mais encore une fois, on veut lancer ce fonds mezzanine. Pareil, hein, je pense que courant avril, il sera disponible. Et les pouvoirs publics ont construit autour de leur dispositif relance, donc les deux gros piliers, hein, encore une fois le fameux PPSE, et quelque chose qui est aussi assimilable à une dette mezzanine. Donc c'est ce qu'ils ont appelé les OSSE, donc les obligations subordonnées, donc soutenues par l'État, qui fonctionnent de façon un peu différenciée par rapport au PPSE. Ils ont un tronc commun, hein, les deux produits sont à 8 ans. Mais la grosse différence, c'est que les dites obligations vont être, encore une fois, intégralement in fine, au même titre que notre produit maison. Et donc, on est en train de travailler à pouvoir lancer, dès que le dispositif sera disponible, donc là, ça sera un petit peu plus tard, je pense que ce sera entre le mois de mai et le mois de juin, à un fonds régional, hein, parce qu'encore une fois, je pense que vous l'avez bien compris, hein, nous sommes une banque ancrée dans notre territoire, donc un fonds régional qui devrait être d'une taille de 100 millions d'euros, qui sera donc à disposition de nos clients pour financer leur projet de croissance. Avec ces obligations, donc obligations relance, quoi, hein, c'est ça? Exactement. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ces obligations, encore une fois, offrent de la visibilité, c'est vraiment des ressources stables pour l'entreprise et permettent donc d'envisager des projets de croissance avec une forme de sérénité. D'accord. Un mot peut-être juste, on avait une question sur les prêts participatifs, je crois que vous avez déjà quasiment tout dit. Hein. Là, en l'occurrence, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment des produits dédiés à la relance. Faut que ça adresse donc ce sera un engagement de notre part, il faudra qu'on vérifie ça, qu'on s'assure que c'est vraiment des produits qui vont adresser encore une fois des sujets d'investissement, de croissance, et nous on pense que ça sera vraiment des produits très dédiés aux thématiques de croissance externe. Une question peut-être sur les PGE aussi que vous vous posez. Est-ce que ces PGE, donc le remboursement est bien décalé, c'est ça, donc décalé d'1 an pour le remboursement? En fait, c'est une option. Donc les PGE qui ont été pour l'essentiel octroyés au courant de l'année dernière, donc comme la crise perdure malheureusement, les pouvoirs publics ont autorisé sur option à pouvoir décaler le démarrage des remboursements. Voilà.
Par contre, la durée intégrale de ce qu'on appelle la maturité initiale, qui était de 5 ans, voilà, reste. Donc ça sous-entend que si on décale, on aura moins de temps pour rembourser. Ah, donc si on décale d'un de plus, on ne devra pas rembourser en 5 ans, mais en 4 alors, c'est ça? Exactement. Ah oui, donc ça va faire des remboursements plus élevés. Donc il y a toute une thématique d'instruction et de vérification. Et voilà, on est là pour vous aider. C'est important à savoir. Hein. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup. Donc finalement, le mot de la fin, c'est quoi? C'est échanger, discuter, se connecter, évidemment. Et merci encore à tous pour vos connexions ce matin. Vous avez tout dit. Donc effectivement, on est dans un moment historique. On se veut être au rendez-vous de ce dit moment. Et donc, n'hésitez pas, hein, vous avez compris, on est prêt. Donc, vous pouvez contacter vos interlocuteurs au quotidien, qui sont vraiment les personnes à appeler. Et nous, on est systématiquement en support. Et encore une fois, l'idée est de parler stratégie avec vous et de construire l'avenir ensemble. Eh bien, merci beaucoup pour ces interventions. Merci d'ailleurs à l'ensemble des participants qui sont venus sur ce plateau. Merci également aux équipes qui ont donc organisé cet événement. Et puis, bien sûr, merci surtout à vous tous qui vous êtes connectés pour nous écouter. On espère évidemment que tous ces conseils vous auront servi, vous serviront dans l'avenir. Et donc, on vous quitte en vous souhaitant évidemment une très belle journée.